Salut et sois le bienvenu. Le cosmos et ses différentes merveilles te passionnent. Tu kiffes Buzz l'éclair mais tu sais pas pourquoi il a ce nom là. Tu voulais cliquer sur une vidéo de poney mais ta souris a glissé et t'as atterri ici. Alors ça tombe bien car aujourd'hui on va parler d'un événement majeur dans l'histoire de l'humanité. Les premiers pas de l'homme sur la lune. Alors tu te détends, tu te prends un thé, tu te mets un doigt dans tes fesses si t'as envie et tu savoures cette vidéo comme si c'était un Big Mac au Nutella. Mais c'est dégueulasse. Ta gueule. Nous voici donc en 1950, en pleine guerre froide. Les États-Unis et l'URSS se tirent la bourre afin d'affirmer leur puissance et leur virilité dans à peu près tous les domaines. Culture, technologie, compétition sportive, dans le fameux face-à-face d'échecs entre Bobby Fischer et Boris Spassky, tout est bon pour prendre l'ascendant sur l'autre. Mais il y a un domaine qui attire plus particulièrement les deux superpuissances, l'espace. Les deux pays se dégodent d'anciens techniciens et savants nazis, car même s'ils ont bossé pour un régime de FDP, ils ont travaillé sur quelque chose qui les intéresse déjà beaucoup plus, les missiles V2, utilisés pendant la Seconde Guerre mondiale. Bon, à la base, ils voulaient pas pour la conquête spatiale. C'était plus pour dire, vas-y, j'ai un missile chargé avec des bombes A et des bombes H, alors tu fais pas le beau sinon je t'atomise ta face. Mais en 1956, Sergei Korolev arrive à convaincre les dirigeants soviétiques de les utiliser comme lanceur spatial. Ce qui fait que le 4 octobre 1957, l'URSS fout les glandes aux États-Unis en étant les premiers à mettre en orbite le satellite Sputnik. Il mesure 58 cm de diamètre et pèse 83 kg. Ça c'est pour les amateurs de chiffres. Monsieur le chiffre. Mais c'est pas tout, car un mois après, ils réitèrent l'exploit en étant les premiers à envoyer un être vivant en orbite dans l'espace. La célèbre Laika. Malheureusement, la petite mère mourra avant de rejoindre la Terre. Après ça, autant dire que l'URSS a pris une sacrée avance. Et les États-Unis le savent. Du coup, ils font ce qu'ils peuvent pour se rattraper et envoient leur premier satellite en 1958, puis un chimpanzé nommé Ham en 1961 qui reviendra en parfaite santé. Mais encore une fois, on joue à qui c'est qui pisse le plus loin. Et le 12 avril 1961, l'Union soviétique envoie Yuri Gagarin en orbite pendant plus de 2 heures. En réponse à ça, le président John Fitzgerald Kennedy annonce le 25 mai 1961 le lancement du programme Apollo ayant pour but d'amener des astronautes américains sur le sol lunaire avant la fin de la décennie. Et pour ce faire, ils emploient les grands moyens, car le programme Apollo, c'est plus de 200 universités et 380 000 personnes mobilisées pendant une dizaine d'années. Donc autant te dire que ils y croient les ricains. Cependant, ça va pas commencer sous les meilleurs auspices, car l'équipage qui devait servir de test pour notamment le fonctionnement du vaisseau sur une orbite terrestre basse va finir brûlé avant même de décoller en janvier 1967, ce qui entraînera un report de 2 ans ainsi qu'une annulation des missions Apollo 2 et 3. Quant aux missions suivantes, jusqu'à la 10e, elles feront office de test. Ce qui nous conduit donc à notre fameuse Apollo 11. Le 16 juillet 1969, le décompte est lancé. Tous les responsables du programme retiennent leur souffle. Et tout ce que l'on entend alors, c'est une voix comptant dans un micro. Et les gaz de Mimiche qui avaient mangé un chili pas frais. Mais c'est moi qui raconte l'histoire. À 9h32, la fusée Saturne V décolle du complexe de Cap Canaveral sous le regard d'1 million de personnes venues y assister, emportant avec elle l'équipage constitué du commandant Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins, ainsi que tous les espoirs de l'humanité. Non, c'est faux, les soviets ils sont tapés. Après un décollage sans encombre, ils larguent peu à peu les étages composant la fusée, permettant à Apollo d'être placé en orbite basse autour de la Terre. Pour trouver le bon alignement entre la Terre et la Lune, l'équipage doit effectuer une révolution et demie autour de la Terre, c'est-à-dire un tour complet et demi. Du coup, les 3 astronautes en profitent pour faire du tourisme et prennent quelques clichés de la Terre. Et tu peux me dire ce que c'est ça? Bah c'est des touristes, pour illustrer. Putain de... Après quoi, le 3e étage est rallumé et propulse la fusée en direction de la Lune. Voilà nos 3 astronautes en route vers la plus importante expédition jamais réalisée jusqu'alors, mais ils en ont encore pour un bon moment, car une demi-heure après, vient une manœuvre très périlleuse, mais pourtant capitale pour la mission. Récupérer le module lunaire en pivotant le module de commande à 180 degrés. Bah oui, sinon ils peuvent pas se poser. À peine la manœuvre effectuée, les voilà repartis en direction de l'orbite lunaire. Le trajet, qui prendra 3 jours, s'effectuera sans incident, hormis un événement dont les adeptes des théories du complot sont très friands, l'apparition d'un ovni. En effet, l'équipage observera quelque chose qui se déplace de façon étrange tout en scintillant. Pas de quoi casser 3 pattes à un canard. Mais t'es sérieux là? Y'a quoi? C'est horrible comme expression. Oh pardon. Une fois en orbite, PD. le module lunaire doit encore effectuer 13 révolutions autour de la Lune, au terme desquelles il se détache du module de commande, occupé par Michael Collins. Il garde la boutique quoi. Il amorce alors son atterrissage vers la Lune avec à son bord Neil Armstrong et Buzz Aldrin. Seulement, si tu regardes bien la Lune, ben c'est le bordel. T'as des trous partout, des montagnes, des collines, bref, tu peux pas te garer où t'as envie. C'est pour ça qu'ils avaient au départ choisi la mer de la tranquillité. Cependant, le module se déplace à plus de 240 km/h et ils finissent par dépasser leur point d'atterrissage. Oh putain, ça sent pas bon. De plus, leur tableau de commande surcharge et se met à déconner. Les dirigeants à Houston leur disent de continuer la mission car même s'ils avaient voulu retourner vers le module de commande, ça leur était impossible, étant donné qu'il ne leur reste plus assez de temps pour redémarrer la propulsion. C'est qui tout double. Dans la panique, Neil Armstrong saute une étape de la procédure consistant à corriger la trajectoire du pilotage automatique. Le module se dirige alors tout droit sur un cratère parsemé de rochers et par conséquent à un très probable accident. Le commandant Neil Armstrong met ses blocs sur la table et passe en pilotage manuel. Il parvient à redresser la trajectoire grâce à son sang-froid, mais une nouvelle merde leur tombe dessus, car la manœuvre effectuée a consommé une très grande quantité dans leur réservoir, et il ne leur reste à présent que 30 secondes de carburant. La tension est palpable, alors que le module se rapproche de plus en plus du sol lunaire. Ici, pas le droit à l'erreur.
À 20h17, le Eagle se pose à 7 km de son point d'atterrissage prévu et l'on peut alors entendre Armstrong dire « Le Eagle s'est posé ». Une fois sur le plancher des vaches lunaires, j'imagine, les deux astronautes réalisent leur très longue liste de vérification et se préparent pour leur sortie. Une fois ces manœuvres réalisées, ils devront faire face à une dernière épreuve, car la trappe du module refuse de s'ouvrir. Et putain, ils ont la scoumoune ces deux-là, hein. En effet, le système électronique censé l'ouvrir refuse de fonctionner. Buzz Aldrin utilise alors une technique incroyable qui consiste en fait à tirer comme un bourrin jusqu'à ce que ça s'ouvre. Ouais. Bref. Les voici à présent dans le vide spatial. Neil Armstrong, le cœur battant comme jamais, sort le premier et emprunte l'échelle qui le conduira au sol. Il descend les échelons l'un après l'autre et se retrouve très vite à la dernière marche. Nous sommes le lundi 21 juillet 1969 à 2h56 et l'homme vient de marcher sur la Lune. Neil Armstrong prononce alors sa célèbre phrase préparée pour l'occasion qui marquera l'histoire. C'est un petit pas pour l'homme, mais un bond de géant pour l'humanité.